Une pour toutes et toutes pour une. L'émission qui s'intéresse à la vie des femmes. Animée par Caroline Kahn, Fabienne Prost et la frivolante Jupette. Adichatz, bonjour. C'est une émission un peu spéciale que je vous propose, composée de reportages et d'enregistrements hors studio, comme Jupette se bat avec ses vertèbres, et que Caroline était indisponible cette fois-ci. Je me suis donc intéressée à l'association des munitionnettes dans le quartier de la Cartoucherie à Toulouse, qui œuvre pour les femmes en mettant à leur disposition des vêtements de ville à prix modique et qui propose des ateliers de confiance en soi et d'image de soi. Je suis aussi allée à la rencontre de Françoise Baraquin, une des fondatrices de l'association Action Femmes Grand Sud, qui œuvre pour l'emploi des femmes de plus de 45 ans et qui les aide par différents ateliers à reprendre confiance en elles-mêmes pour retrouver du travail, et qui, dans ce cadre, propose gratuitement aux femmes d'être suivies par des coachs bénévoles experts dans le recrutement. Nous retrouverons la fantaisie de Jupette dans une interview décalée, la Minute Jupette, qui nous parlera du syndrome de la nouille. Nous retrouverons ensuite la chronique des femmes oubliées. Dans celle-ci, je vous parlerai de Maggie Lena Walker, la première femme afro-américaine à avoir créé une banque aux USA en 1903. Banque qui a connu le succès et qui existe toujours. Jupette nous proposera une lecture d'un extrait d'un livre, Puissantes amitiés, et nous expliquera son choix. Tout de suite après, vous retrouverez un épisode des héroïnes ordinaires de plus de 50 ans, consacré à Corinne Goldberger, ancienne journaliste de Marie-Claire, aujourd'hui à la retraite, créatrice du podcast Argent, parlons cash les filles, qui nous expliquera combien l'argent est un sujet féministe. Et nous partons tout de suite vers l'association Les Munitionnettes. Bonjour donc Mélanie et Lila. Vous travaillez en tant qu'employée pour l'association des munitionnettes dans les grandes halles de la Cartoucherie. Est-ce que donc vous pouvez me présenter votre association et vos activités? On commence peut-être par Mélanie. Bonjour, alors l'association Les Munitionnettes, c'est une association d'aide à l'insertion socio-professionnelle pour les femmes. On a plusieurs objectifs, c'est de soutenir, valoriser et accompagner les femmes dans l'accès à l'emploi. Et pour ça, on a deux outils. Le premier, c'est notre boutique dans laquelle on se trouve actuellement. Donc c'est une boutique de seconde main, où on n'a que des vêtements de ville, qui vont du 32 au 48 et voire un peu plus parfois. L'idée, c'est de permettre aux femmes d'avoir accès aux vêtements à des tarifs vraiment réduits. Donc on a des prix pour les bénéficiaires des minima sociaux et les moins de 26 ans. Donc pour donner un exemple, le t-shirt il est à 4 € et on va avoir 2,50 pour les personnes qui bénéficient des minima sociaux. Le jean il va être à 5 €. Enfin voilà, c'est vraiment rendre le vêtement accessible. Et notre deuxième axe, c'est des ateliers qu'on propose à des partenaires sociaux. On va se rendre là sur des... Alors par exemple, ça peut être la mission locale ou le RIOE, avec qui on est partenaire. Alors, pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est le RIOE? C'est le relais insertion orientation emploi. Et donc voilà, là on va se déplacer auprès des bénéficiaires de ces structures-là pour proposer principalement deux ateliers. Un atelier sur la confiance en soi, puisque on s'aperçoit que dans les freins, dans l'accès à l'emploi que rencontrent les femmes, il y a beaucoup cette question de confiance, de se sentir légitime. Et le deuxième atelier, c'est sur la posture professionnelle, l'image professionnelle, où là, ça va être comment se sentir bien dans ses vêtements, tout en répondant quand même au code de l'entreprise, donner un petit peu des conseils sur comment s'habiller, la communication non verbale, pour réussir ses entretiens d'embauche. D'accord. Donc en fait, quand vous dites vêtements de ville, c'est plutôt donc du vêtement qu'on porte en entreprise, c'est ça? Enfin, au travail. Oui, c'est ça. Alors, par exemple, vous n'allez pas trouver dans la boutique de pyjamas, de vêtements de sport, de lingerie, de robes de soirée. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. On est sur quelque chose quand même diversifié, où il y a aussi on a des petites robes d'été à fleurs, mais aussi des petits pantalons, des petits blazers. Enfin voilà, c'est quand même assez large. Lila, donc vous faites votre service civique. Vous pouvez me parler un petit peu de votre engagement dans cette boutique? Tout à fait. Moi, mon service civique, j'ai des missions du coup de gestion partenariale un petit peu, où voilà, je viens rentrer en contact avec certains partenaires pour pouvoir établir des liens et pourquoi pas qu'ils nous redirigent leur public, par exemple pour les actions sociales qu'a pu citer Mélanie. Je fais également, je touche un petit peu à tout,
Comme ça, je suis aussi amenée à gérer un petit peu la boutique, voilà, à recevoir les clients et les clientes. Je fais aussi un petit peu de recherche de financement, si vous voulez. Donc j'essaye de rechercher des appels à projets et essayer de rédiger ça. Voilà, ce sont mes missions principales sur l'association. C'est pas mal déjà. Alors j'avais une autre question. Oui, comment donc vous trouvez les vêtements que vous vendez ensuite ? Pour les vêtements, c'est en majorité des dons de particuliers. Ça nous arrive également de faire des collectes en entreprise où en fait on vient déposer un baril dans une entreprise pour collecter des vêtements après avoir fait une sensibilisation auprès du personnel de l'entreprise pour bien expliquer que le vêtement peut avoir plusieurs vies et peut être réutilisé et que d'autres personnes peuvent en bénéficier. Vous trouvez facilement ? On a quelques partenariats, oui, ça se fait. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Oui. Est-ce que vous êtes bien connu dans la région ? Est-ce que c'est facile pour vous donc, de trouver à la fois les vêtements et puis les personnes intéressées par les vêtements ? Alors, on est assez connus et reconnus, j'ai envie de dire, par nos partenaires avec qui on travaille, à la fois les partenaires donc, sociaux mais aussi institutionnels, puisqu'on est évidemment financé aussi par la métropole, etc., le département. Après, les Halles de la Cartoucherie, c'est pas un lieu neutre non plus. Nous, ça a été une volonté de s'installer ici pour favoriser la mixité sociale, mais ça reste un lieu quand même pas évident à franchir. Donc c'était un peu le défi qu'on s'était lancé, et on est en pleine construction. Ça marche bien, puisqu'on fait aussi des ateliers dans notre boutique. Donc là, on reçoit les publics de nos partenaires, donc ça fonctionne, mais c'est encore en cours et ça demande encore du travail. Les halles, ça fait qu'1 an que c'est ouvert, donc c'est pas encore non plus si bien identifié que ça. Mais en tout cas, oui, on est quand même apprécié et reconnu par le réseau associatif toulousain, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours ? Comment vous êtes arrivé à ce travail-là ? Oui, alors moi j'ai un parcours dans le monde associatif depuis très jeune, avec toutes sortes de publics. J'ai passé un DEGEPS, donc un diplôme de l'éducation populaire en gestion de projet. Et je suis par ailleurs plutôt sensible à la cause des femmes. Donc j'ai tout naturellement été attirée par le projet de l'association et les valeurs qu'elle porte. Et j'ai postulé avec beaucoup d'enthousiasme. Puisque la directrice n'est pas là, vous pouvez peut-être parler de comment le projet est né chez elle, chez cette personne ? Alors, il faut savoir que la directrice est une ancienne styliste, donc qui travaillait dans le monde de la mode et le monde de la mode qui est quand même assez exigeant. Et ça correspondait pas tant que ça à ses valeurs. Donc il y a eu cette idée quand même, en tout cas la directrice s'est aperçue dans ses engagements aussi personnels à côté que vraiment les femmes rencontraient beaucoup de freins dans l'accès aux vêtements. Puisque ça devient aujourd'hui quand même un produit qui est assez cher. Et que aussi, donc, tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la confiance en soi, la légitimité, c'était pas évident. Et elle a eu l'idée de cette boutique, donc c'est l'association, j'espère que je dis pas de bêtises, mais à 2 ans. En tout cas la boutique a 1 an et je crois que l'association a 2 ans. Et donc elle a commencé au début en itinérance, sans local fixe, où elle se déplaçait pareil auprès des partenaires, dans tous les quartiers de Toulouse. Et est né petit à petit, le projet s'est affiné, il y a eu la boutique. Là aujourd'hui on a un petit peu plus implanté. Mais voilà, l'idée de base, c'est quelqu'un qui connaît très bien le vêtement, qui a une bonne expertise sur, par exemple, la colorimétrie, comment aussi retrouver confiance à travers le vêtement. Et cette expertise-là, du coup, là, elle le met au service des femmes et des personnes les plus vulnérables. Alors, comment se passe un atelier, par exemple, image de soi ? Lila, peut-être ? Image de soi ? Alors, en général, on vient... donc, il y a un temps déjà de familiarisation, comme dans beaucoup d'ateliers, avec le groupe, parce que l'idée, c'est vraiment de poser un cadre bienveillant où chacun et chacune puisse se sentir libre de s'exprimer et tout en ne se sentant pas jugé, ce qui est important pour nous.
Et après, on vient évoquer des outils, voilà, de comment cultiver sa confiance en soi au quotidien, sur comment est-ce qu'on peut être confiante en nos compétences, nos capacités. Et après, voilà, ça peut se terminer par exemple par un petit temps où on peut leur offrir une tenue, par exemple. Voilà. Et donc, c'est des groupes de combien ? Ça va de 3 à 20 personnes. Voilà. Mais en général, on avoisine plus des groupes de 10 personnes. Et c'est plutôt des femmes, mais il y a aussi des hommes ou... Alors, notre public est majoritairement féminin. Après, il y a certaines actions qu'on fait en mixité. Voilà. Je vois aussi qu'il y a donc des petits objets artisanaux. Voilà. Est-ce que vous pouvez en parler aussi de ce que vous mettez en avant aussi dans la boutique, à part les vêtements ? Alors, on a aussi ce qu'on appelle un corner créatrice, où là, on va aussi essayer d'accompagner des créatrices toulousaines. Donc, on a plusieurs étagères où elles exposent, alors ça peut être des bijoux, des illustrations, donc c'est leur création. Et l'idée, c'est de leur faire un loyer solidaire. Nous, on ne prend pas de commission dessus. Et elles vont venir un petit peu aussi se tester. L'idée, c'est qu'elles puissent utiliser la boutique pour faire des permanences et effectivement parler avec les clientes de ce qu'elles font, de leur imaginaire. Elles peuvent proposer des ateliers aussi à la boutique. Donc des fois des ateliers broderie, des choses comme ça. Et voilà, l'idée c'est aussi de promouvoir ces artistes toulousaines et aussi de sensibiliser. Alors ça, je ne l'ai pas forcément mis en avant au début, mais on a aussi évidemment un discours sur l'impact écologique du vêtement. Et la plupart des créatrices qui exposent ici sont aussi dans cette démarche-là. Elles vont réutiliser des choses, des tissus. Enfin, c'est vraiment... on n'est plus sur de l'upcycling que sur de la production brute. Donc upcycling, c'est... Du coup, la réutilisation de matériaux. Donc là, par exemple, nous, on a un partenaire avec qui on travaille beaucoup, qui est Toulouse Espace Couture, qui est situé à la Rainerie. Et quand on a, par exemple, des vêtements qui sont troués ou tachés qu'on ne peut pas revendre, on va les redistribuer. Et là, du coup, il y a encore une seconde vie où ça va être transformé en chouchou, en sac, en bandeau, etc. Peut-être que vous pouvez me parler aussi des ateliers confiance en soi ? Oui, alors donc les ateliers images professionnelles sont vraiment centrés là plus sur le vêtement, la communication non verbale, etc., l'image de soi. Et confiance en soi, là on vient créer quand même... on n'arrive pas à trouver une confiance en soi dans des ateliers de 2 heures, c'est pas comme ça que ça marche. Et l'idée justement, c'est pas d'être dans des injonctions à la positivité ou des choses qui seraient un peu déconnectées des réalités et des contextes sociaux dans lesquels les femmes évoluent. Mais il y a quand même cette idée de se sentir légitime, de retrouver ses forces. Et le collectif permet aussi beaucoup ça. Le fait qu'on fait des ateliers de groupe, ça permet aussi de... chacune échange aussi sur parce qu'on essaye d'avoir des ateliers quand même qui ne sont pas forcément descendants. On a envie aussi que ce soit les personnes qui participent qui viennent amener du contenu et de la matière. Et à partir de là, il y a vraiment... rien que la rencontre, en fait, déjà, c'est assez puissant. Et après, on va aussi nous apporter des outils stratégiques. Voilà. L'idée, c'est qu'elles repartent avec une boîte à outils dans laquelle il y a plusieurs choses où elles peuvent piocher selon les contextes. Nous, on axe beaucoup sur le contexte professionnel, évidemment, mais ça n'empêche pas qu'elles puissent s'en servir dans leur vie de tous les jours. Alors, quel est votre public ? C'est un public plutôt mixte. C'est donc souvent des femmes redirigées par nos partenaires. Ça peut aller d'une personne qui cherche à se réinsérer au niveau professionnel, comme de femmes primo-arrivantes. Des personnes en situation de handicap. On a un petit peu tous les publics. Des femmes isolées, des mères célibataires. Voilà. Et est-ce que vous êtes satisfaite de l'action que vous menez ? Alors satisfaite, oui, bien sûr. Après, c'est un engagement, vous l'aurez compris. Mais après, on est toujours... on est au début, donc on sait qu'on peut faire encore plus. Et on va faire encore plus. Mais oui, on est très satisfaite de ce qu'on porte, en tout cas ici à l'association. Et vous travaillez aussi en partenariat avec la boutique Cirque ou pas du tout ? Alors Cartou Cirque, qui est effectivement une association qui est située dans le quartier de la Cartoucherie également, qui font partie des associations avec qui des fois on mène des partenariats. Donc c'est une ressourcerie là au sens large où il y a effectivement pour le coup des habits aussi pour les enfants, il y a vraiment beaucoup de choses.
Et on va être effectivement amené à faire des actions ensemble, comme là samedi dernier, il y avait le village associatif de l'économie sociale et solidaire, où on a tenu un stand et qui a été aussi porté par Cartou Cirque. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus sur les munitionnettes, rendez-vous sur leur site sur les-du-6 munitionnettes au pluriel -du-6 association.fr. Vous écoutez Une pour toutes sur Radio Occitanie. Alors, Françoise Baraquin, vous travaillez pour l'association Action Femmes Grand Sud. Pouvez-vous nous dire depuis quand l'association existe ? Alors, l'association a été créée en décembre 2011. Donc, on a 13 ans d'existence. Qui l'a créée et pourquoi ? Je l'ai créée avec l'aide de quelqu'un qui s'appelle Michel Tisser, qui est secrétaire général, et de Nathalie David, qui est la vice-présidente. Donc, au départ, on était 3. Parce que ça répondait à un besoin. On s'était aperçu que les femmes de 45 ans au milieu de carrière avaient besoin de soutien et que c'était un peu plus difficile à 45 ans qu'un peu plus jeune. Donc, combien d'antennes en Occitanie vous avez ? Alors, on a Toulouse, qui est l'origine, ensuite Albi et maintenant aussi Montpellier. Donc, on est vraiment très bien représentés en Occitanie. Quels sont les objectifs précis de l'association ? Alors, c'est aider et accompagner des femmes de plus de 45 ans dans leur recherche d'emploi ou la création de leur entreprise. Par quels moyens ? Je vais peut-être vous parler du processus. Oui, on s'inscrit sur notre site internet et il y a un questionnaire à remplir et on organise des réunions d'information collective à peu près tous les 3 mois. La prochaine aura lieu en septembre. Et lors de cette réunion, on dit aux femmes ce qu'elles vont trouver chez nous, ce qu'elles ne vont pas y trouver, comment on va faire pour les aider. Et à la suite de cette réunion, elles nous disent oui, je veux être suivie, ou non, finalement, c'est pas ce qui me correspond. D'accord. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'elles vont y trouver ? Alors, c'est ce qu'on leur explique dans cette réunion. Elles vont y trouver un accompagnement sous 2 formes. Un accompagnement, un suivi individuel, avec un bénévole, avec autant que de besoins. Dire, on n'est pas limité en nombre d'entretiens, c'est vraiment autant qu'elles en ont besoin et que le bénévole va décider. Et ensuite, on leur propose des ateliers collectifs. Et elles ont le choix. Et il y a un atelier collectif qui est obligatoire, qui est l'atelier de dynamisation, où elles doivent venir tous les 15 jours. Et qu'est-ce qu'elles ne vont pas trouver ? On va pas faire à leur place. C'est-à-dire qu'on va pas leur dire oui, on va vous trouver du travail. Donc on va les aider, les accompagner, leur donner des outils, les pousser, leur donner les tuyaux, leur donner accès à notre réseau, mais on va jamais faire à leur place et on va jamais leur garantir de leur trouver un job. Alors qu'est-ce que vous appelez un entretien de suivi ? Alors c'est un entretien de face à face avec un bénévole qui va travailler sur ce dont elles ont besoin. Elles n'ont pas toutes les mêmes besoins. Certaines viennent avec un projet professionnel bien défini, d'autres pas du tout, c'est complètement ouvert. Donc ça va être la définition du projet. Certaines ont besoin de création d'entreprise, le projet est là ou pas, ou l'étude de marché est faite ou pas. Donc on les prend là où elles en sont et on fait en fonction de leurs besoins, mais en face à face. Quand vous parlez de bénévoles, qui sont les bénévoles et voilà, quelle est leur contribution ? Alors, il y a des bénévoles qui suivent les candidates, on les appelle les candidates, les femmes qu'on accompagne, en individuel. Donc ce sont en général des gens qui viennent des RH, qui ont l'habitude de ce genre de choses. Ils ont été des RH en entreprise ou en cabinet de recrutement ou coach, qui ont vraiment une belle expérience de ce côté-là. Et il y a des bénévoles qui vont animer des ateliers. Et des ateliers très variés dont on n'a pas encore parlé. Voilà. Peut-être qu'on pourrait en parler. Donc, quel type d'atelier alors ? Alors, quand elles arrivent, elles n'ont pas confiance en elles.
Vraiment, c'est parce que tout le monde leur dit mais à ton âge tu vas pas trouver, t'es trop vieille, etc. Et elles le croient. Hein. Alors que nous, quand même, les résultats montrent qu'on a 80% de femmes qui réussissent. Donc il n'y a pas de raison qu'elles ne réussissent pas. Alors il y a énormément d'ateliers de confiance en soi sous différentes formes. Il y a des ateliers pour être bien dans sa peau, je veux dire entre guillemets. Il y a des ateliers yoga. Il y a un atelier qui est fait par une ancienne DRH qui est également prof de Qigong, donc qui est comment être droit dans son corps, bien dans sa peau. Et puis on en a des tas d'autres. Et on essaye d'avoir des ateliers qui sont un peu différents de ce qui se fait ailleurs. On n'a pas un atelier CV parce que ça, il y en a partout, c'est pas la peine. Hein. On a un atelier sur comprendre ses forces, et les identifier et s'en servir. On a un atelier d'art-thérapie, on a un atelier de relaxation par l'eau, sans eau. On a vraiment une belle palette d'ateliers à leur proposer. Donc c'est un atelier une fois par mois, enfin... Ah non, on leur propose des ateliers 2 fois par semaine. Puisqu'on a des locaux à mi-temps, on est hébergé par la mairie de Toulouse. Donc le mardi et le jeudi, il y a souvent 2 ateliers le matin et 2 ateliers l'après-midi. Enfin, ça fait 4 ateliers par semaine. Hein. Donc si vous êtes une association, donc j'imagine que c'est gratuit pour les femmes C'est complètement gratuit. Oui, j'aurais dû vous le dire avant. Oui, c'est complètement gratuit. Et tous les ateliers Tous les ateliers sont gratuits. Tous nos services sont gratuits. Oui. Alors, je crois qu'il y a une plateforme pédagogique. Oui, on a relooké il n'y a pas longtemps, enfin plus que relooké d'ailleurs, refait une plateforme pédagogique à destination de nos candidates, plateforme pédagogique qui est sur 2 axes, un la recherche d'emploi, l'autre la création d'entreprise. Et ça, c'est à leur disposition 24 heures sur 24. Quand elles sont inscrites chez nous, elles ont un code d'accès à cette plateforme qui leur permet de réfléchir, de poser les bonnes questions, de temps en temps de préparer des ateliers aussi. Et elles le font à leur rythme, comme elles veulent, et autant qu'elles veulent. Hein. Ça s'arrête quand elles sont rondes. Alors vous me disiez qu'il y a un atelier qui s'appelle le mentorat inversé. C'est quoi alors ? C'est faire appel à une association de jeunes femmes qu'on va matcher avec les nôtres, et donc ces jeunes femmes qui sont nées avec du digital au bout des doigts vont leur offrir leur expérience, les former à un certain nombre d'outils, et au début on avait imaginé que c'était que ça. Hein. Et en fait, on a vu qu'il y avait un apport réciproque, parce que ces jeunes femmes qui sont nées avec ça, elles l'emploient naturellement, mais il faut un peu de pédagogie pour transmettre ce genre de choses. Et donc, les 2 ont appris quelque chose et elles en ressortent toujours avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et les nôtres, des outils nouveaux, une façon d'appréhender, et ça permet aussi l'intergénérationnel. C'est pas mal en entreprise aussi. Hein. Voilà, c'est ça, grand intérêt. Ouais. Et vous avez d'autres partenariats comme ça avec d'autres associations ? Non, on a un partenariat avec un cabinet de recrutement qui s'appelle Wise RH, qui nous fait des simulations d'entretien, mais dans leurs locaux. Ils viennent aussi faire des ateliers, mais pour la simulation d'entretien, c'est chez eux, et donc ils débriefent après en disant voilà ce qui s'est passé pendant l'entretien, voilà les conseils que je vous donne, etc. C'est pas pour les recruter, mais c'est pour éventuellement les recruter, mais l'exercice, c'est les former à l'entretien. Ouais. Et donc, comment l'association vit, en fait ? L'association a une salariée, donc il faut la payer, même si elle n'est pas à plein temps. On remplit des dossiers de demande de subventions auprès des fondations. La mairie de Toulouse nous aide. Mais il faut remplir un dossier tous les ans quand même. Hein. Le FDVA nous aide aussi. Il y a FDVA 1 et FDVA 2. Le conseil régional. Et puis là, on fait des demandes auprès de fondations. Et donc l'association réussit quand même à avoir des soutiens régulièrement ? Oui, on a des soutiens réguliers. Attendez, je vais vous donner deux autres choses. On fait des spectacles
ou des actions qui nous permettent de recueillir des fonds sans aller demander à qui que ce soit. Donc on a fait un gospel il n'y a pas longtemps, on a une pièce de théâtre en prévision, on a fait avant aussi des ventes aux enchères, enfin bon, des choses qui nous permettent d'avoir des sous par nous-mêmes. Et on va aussi démarcher les entreprises pour les sensibiliser à notre cause, pour avoir des entreprises qui s'engagent avec nous dans le cadre du RSE, hein, et qui vont nous donner de l'argent régulièrement. Là, pour l'instant, on a Promologie qui le fait, on a Tonzini qui le fait, qui est du groupe Vinci, et on est en pleine démarche pour essayer d'avoir des fonds sur plusieurs années, que ce soit un peu plus régulier. Est-ce qu'il est toujours difficile de retrouver du travail pour les femmes de plus de 45 ans ? Ça, c'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'elles entendent partout. Oui, c'est difficile. Bon, on a des femmes, nous, entre 45 et 63 ans, et c'est pas pour autant qu'à 63 ans, on ne retrouve pas un CDI. Hein. Bien sûr que c'est pas facile, mais c'est pas facile de trouver un job quand on a 20 ans non plus, hein, parce qu'on vous dit qu'on n'a pas d'expérience. Donc, si vous venez avec dans la tête que vous n'allez pas trouver, vous n'allez pas trouver. Nous, notre gros boulot, c'est de les persuader qu'effectivement, c'est possible. Et de plus en plus d'entreprises nous disent que oui, c'est possible et qu'ils vont embaucher des femmes de 45, de 50, voire de 60. Hein. Mais tant mieux. Hein. Et si on en est persuadé, on va savoir persuader l'employeur. D'accord. Est-ce que les lois et les mentalités bougent un peu ? Parce que j'avais entendu parler par exemple, d'un CDI senior, des choses comme ça. Je crois que ça c'est en pourparlers, mais je ne suis pas sûre que ce soit encore mis en place. Par contre, je crois que nous, on essaye de sensibiliser les entreprises sur l'employabilité de ces femmes. Hein. On peut compter sur elles sont fiables, elles veulent pas être calife à la place du calife, elles ont une expérience sur laquelle on peut se reposer, on peut leur faire confiance. Bon, c'est quand même, elles ont quand même pas mal d'atouts. Hein. Et quand on dit qu'elles n'ont pas le digital et elles, ça fait deux, moi je réponds qu'elles sont nées avec le Minitel, hein, qu'elles ont bien su s'adapter quand même depuis le Minitel, elles ont appris le basique pour certaines. Donc combien de femmes sont aidées par l'association ? 100 par an. Depuis le début, on a accompagné à peu près 600 femmes. Et combien de bénévoles ? En ce moment, 68, dont 45 à Toulouse. Le reste bénévole assez longtemps dans l'association ? Oui, d'une façon générale, c'est assez long. On a aussi des candidates qui deviennent bénévoles. Ça aussi, ben oui, quand elles peuvent donner ou qu'elles peuvent rendre ce qu'on leur a donné, c'est super. Pouvez-vous donc me parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à créer l'association ? Quand j'ai arrêté de travailler à plein temps, j'avais envie de faire quelque chose et de donner mon temps à d'autres. Et ben voilà, j'ai trouvé cette opportunité-là. Et comme j'étais quand même dans l'accompagnement, dans l'outplacement, dans le coaching, ça reste dans mon cœur de métier. Donc, que faut-il faire aussi pour être bénévole dans l'association ? Il faut avoir envie de venir et avoir un projet. On leur demande toujours ce qu'elles veulent faire ou ce qu'ils veulent faire, parce que nous avons des hommes dans l'association. D'accord. Donc, par exemple ? Par exemple, quelqu'un qui a envie d'accompagner en individuel va venir. Et bon, pour l'instant, on a suffisamment de bénévoles, mais on examine toutes les candidatures. Et s'il y a des personnes on en a reçu une hier qui a un atelier en tête, qui est venue nous exposer son atelier, on va essayer avec elle. Vous voyez, on essaye des ateliers pour un peu diversifier et élargir ce qu'on fait. Le panel de propositions. Ouais. Donc je crois qu'on a déjà parlé de que faut-il faire pour bénéficier de l'aide de l'association en tant que femme, ou quels sont les prérequis ? Avoir plus de 45 ans. Et moins de 2 ans d'inscription à France Travail. Ça, c'est pour dire qu'on est disponible tout de suite pour trouver un emploi, qu'il ne faut pas passer par la case psy, parce qu'on n'est pas en état de chercher. Si on reste trop longtemps à France Travail, on n'est peut-être pas tout à fait en état de retrouver du travail tout de suite.
Vous avez parmi votre lot de femmes que vous avez aidées, des créatrices aussi, j'ai vu. Oui, on a à peu près un tiers de créatrices. Et généralement, vous les accompagnez pendant combien de temps? Alors, c'est 5 et quelques mois en moyenne, 6 et quelques mois en moyenne, et c'est un petit peu plus long pour les créatrices parce que ça prend un peu plus de temps. Et alors vous, quelle satisfaction avez-vous retiré de ce travail? Énorme, énorme. Vous savez, quand elles arrivent, elles n'ont pas confiance en elles sont un peu au fond du trou, et quand elles partent, elles sont transformées, voilà. Et puis elles ont du boulot, elles sont contentes. C'est ça notre récompense. Si vous aviez un petit conseil pour les femmes, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? 1, que c'est possible. 2, qu'elles ne cherchent qu'un seul emploi. Donc il n'y en a qu'un. Forcément, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'elles. À elle d'aller se bouger, d'aller explorer son réseau, et bien sûr que ça va marcher. Hein, une femme qui a confiance en elle, elle sait abattre des montagnes. Merci beaucoup. Pour en savoir plus, voici leur site www.actionfemmes au pluriel. C'était Attraction de Paris Combo. Alors Jupette, pourriez-vous me parler du syndrome de la nouille? Mais volontiers, parce que j'y ai consacré une grande partie de ma vie, chère Fabienne. D'ailleurs, je pense que depuis le temps qu'on se connaît et qu'on travaille ici ensemble, tu pourrais me tutoyer. D'ailleurs, tu me tutoies toujours. Bon, mais ça me fait quand même plaisir qu'on me vous voit une fois de temps en temps. Alors, la nouille, pour moi, c'est un peu ce qu'est le vilain petit canard au conte. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe de ce qui est d'une apparence triviale à ce qui est au fond d'une très grande profondeur. Donc pour moi, la nouille, c'est l'exemple même de la profondeur. Alors je m'explique. Oui, expliquez-vous. Oui. Je vois poindre dans ton œil comme une petite lueur de perplexité. Eh bien, vois-tu, je suis une nouille. Imaginons que je sois une nouille. Je suis donc à l'abri, bien au chaud, dans mon petit placard, mais dans un anonymat absolu. Je vis dans une certaine forme d'austérité, on peut le dire, une austérité sèche, une austérité banale,
que je partage avec nombre de mes sœurs nouilles, dans un paquet qui est en général d'une banalité tout aussi affligeante, transparente. Personne ne fait jamais attention à moi. Je ne m'en plains pas. Je suis modeste. Je suis le petit peuple des pâtes, le petit peuple des placards. J'attends mon heure. Je suis donc là, on pourrait dire qu'on pourrait m'appeler Martine. Tu vois, Martine, la nouille pourrait s'appeler Martine. Et puis, je ne sais rien de mon avenir, j'attends avec une certaine placidité, je suis résignée. Et un jour, je vais être plongée dans une eau bouillante, et là, je vais révéler toutes ces qualités pour lesquelles on va m'aduler, on m'adule, on me respectera, on m'aimera, on me goûtera d'un air gourmand. Je vais révéler toute ma sensualité, je vais révéler toute ma tendresse, je vais révéler toute ma mollesse, je vais révéler toute ma blancheur, je vais me dilater dans un volume qu'aucun n'aurait pu soupçonner, je vais me laisser m'accommoder, je vais me laisser déguster du bout des lèvres, je vais me laisser partager, je vais avoir mon heure de gloire. Mais je ne sais pas quand cette heure de gloire va arriver. J'ai juste que j'ai confiance dans l'avenir. Je sais qu'un jour je vais me révéler. Je le sais sans le savoir. C'est ce qui me fait rester sans moisir dans mon placard. J'aurais pu me résigner et moisir. Jamais la nouille ne moisit. Jamais le vilain petit canard, malgré tout son malheur, ne se résigne à son sort de vilain petit canard. Il sait sans savoir qu'un jour son heure viendra. Et moi, je crois que la nouille est un peu une espèce de métaphore de la puissance chez Lacan. Qu'est-ce que ça veut dire, la puissance ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? La puissance, c'est vraiment cette énergie pas encore actualisée, pas encore incarnée, qui va s'incarner, qui n'est qu'à soi, et qui est, quand on est complètement là-dedans, dans sa réalisation absolue, ce pourquoi on est fait vraiment. On sait qu'on est fait pour quelque chose vraiment, et à un moment, on le devient. Et pour moi, c'est cette espèce de chose que j'appelle la puissance chez Lacan, que je pense qu'aucun psychanalyste ne s'accorderait à dire que c'est vrai, et ils me diraient tous que je n'ai pas lu Lacan, et au fond, je crois qu'ils auraient raison. C'est ainsi que se termine le syndrome de la nouille. Voilà, de la nouille à Lacan, il n'y a qu'un pas. Merci Jupette. Bonjour Fabienne, donc toujours en direct depuis chez moi où je suis immobilisée par de vilaines vertèbres toutes tordues. On va quitter les nouilles pour aller vers un de tes portraits de femmes oubliées, portrait aussi inoubliable qu'elles. Donc quelle mémoire vas-tu exhumer aujourd'hui Fabienne ? Alors oui, je me suis intéressée à Madame Maggie Lena Walker, la première banquière afro-américaine. Et elle a donc créé une banque plutôt à l'attention des Noirs qui a eu du succès au début du XXe siècle. C'est une figure peu connue en France, mais plutôt assez connue aux USA, en particulier dans l'État de Virginie. Pas très connue en France, c'est connu dans tout le territoire américain ? Non, justement, pas dans tout le territoire, plutôt localement en Virginie, là où elle est née et là où elle a créé sa banque. Il y a même une poupée Barbie Maggie Walker quand même. Moi, j'espère que tu me l'offriras un jour. Alors, dis-nous un peu plus. Qui était donc cette fameuse Maggie Lena Walker ? Alors, elle est née en 1864 à Richmond, en Virginie, fille d'une esclave affranchie, Elizabeth Draper, qui travaille alors comme cuisinière pour Elizabeth Lou, une grande figure de l'abolitionnisme. Maggie ne connaîtra jamais son vrai père, sans doute un journaliste irlandais abolitionniste. Sa mère se marie en 1868 avec William Mitchell, qui est un majordome à l'hôtel de Richmond, et ils connaissent une certaine aisance, jusqu'en 1876, où il disparaît, du jour au lendemain. Son père disparaît ? Ouais, il est retrouvé mort sur les berges d'une rivière. Et on sait qui l'a tué ? Ben non, on ne sait pas trop, parce que peut-être a-t-il été tué et dépouillé par des voleurs.
Bon, ça ressemble quand même beaucoup à ces crimes un peu dans ces états ségrégationnistes où la vie d'une personne noire a peu de valeur. Eh oui, ça nous ramène à la chanson de Billie Holiday, ça. Hein. Strange Fruit. Toujours est-il qu'Elisabeth a beaucoup moins de ressources pour élever son enfant. Elle travaille alors en tant que lingère et Maggie l'aide. Maggie dira à la fin de sa vie « Je ne suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais avec un paquet de linge sur la tête. » Quelle expression, moi qui suis friande des formules, c'est assez extraordinaire. Et finalement, elle est née dans une famille qui était sortie de l'esclavage, et si je comprends bien, elle est quand même revenue à une vie d'enfant esclave d'une certaine façon. Hein. À ce moment-là, oui. Ouais. Mais malgré tout, elle a pu aller à l'école grâce à sa mère. Elle a été une brillante élève. Elle a pu apprendre le métier d'enseignante et même l'exercer. Mais après son mariage avec un petit entrepreneur, dont elle va avoir 2 enfants, elle a dû légalement arrêter de travailler. Ah bon ? Et pourquoi ça ? A priori, quand on était mariés à cette époque, en Virginie, on devait s'arrêter de travailler, en étant une femme. Hein. Donc, depuis 14 ans, elle qui milite pour la cause noire, elle va s'investir maintenant au sein de l'antenne de Richmond de l'Ordre indépendant de Saint-Luc, ou OISL. OISL, c'est une sorte d'entreprise. Qu'est-ce que c'était exactement ? On va dire que c'est comme une sorte de fondation, un cercle, on dirait en français. Elle a été créée à Baltimore en 1867, donc c'est une société fraternelle qui dispense aux membres de la communauté noire une aide matérielle et financière, des assurances maladie et accidents, une aide à la recherche d'un emploi, éducation, prise en charge des funérailles. Donc Maggie va prendre la tête de cette société fraternelle et va la moderniser, créer un journal, le St. Luke Herald, et on va voir le nombre d'adhérents croître de façon exponentielle. Et ça, le nombre d'adhérents qui croient, on le lie à sa personnalité ou à une action particulière ? Je pense, oui. Elle est animée d'une formidable énergie, une oratrice brillante. Elle va se dévouer totalement au développement donc, de cet ordre en créant une section jeune en 1895. Puis elle se fait élire au bureau un peu plus tard avant d'accéder en 1899 aux fonctions de secrétaire générale et de trésorière. Eh bien, aujourd'hui, si elle avait vécu, elle aurait fait une carrière en politique, non ? Je crois que oui, c'est sûr. Au tournant du siècle, elle sillonne les États-Unis afin d'y créer de nouvelles antennes, appelant les Noirs à prendre leur destin en main et à se lancer dans les affaires, militant encore et toujours pour l'affranchissement des femmes de la communauté, et avec succès. Au début des années 1920, grâce à elle, l'OISL sera devenue une immense organisation présente dans 22 États, disposant de 1500 correspondants attitrés, regroupant plus de 100 000 membres et dirigée depuis Richmond par une équipe de 50 personnes, toutes noires. Donc une organisation dont les cotisations atteindront alors plus de 400 000 $, qui est une somme considérable pour l'époque. Oui, c'est une espèce de pionnière du crowdfunding, comme on dirait aujourd'hui, non ? On peut dire ça ? Ouais, elle est pionnière en pas mal de choses, ouais. Et alors, après ça, c'est là qu'elle a eu l'idée de créer une banque ? Oui, tout à fait. Depuis 1901, elle avait cette idée en tête. Elle veut créer une banque, car elle a vu comment les banques blanches n'étaient pas prêtes à soutenir son projet. Elle va donc se former en gestion, en comptabilité, à distance, pour pouvoir ouvrir son établissement. C'est là qu'elle va être épaulée par le patron blanc de la Mercantile National Bank of Richmond, qui veut œuvrer pour la cause noire. Tu nous dis que c'est un patron blanc d'une banque qui l'a aidé. J'entends comme un petit paradoxe. C'est un paradoxe, mais le monde est fait de paradoxes. Il n'est pas tout noir et tout blanc. On peut le dire. À ce moment-là, oui, cet homme était sans doute aussi un abolitionniste et donc quelqu'un qui voulait aider la cause noire. Bon, injuste. Tiens, tu veux pas nous lire une petite citation de Maggie ? Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Alors, rassemblons notre argent, utilisons-le pour qu'il nous profite à nous. Créons une banque qui transformera les centimes en dollars. Voilà. En novembre 1903, donc, elle ouvre donc la St. Luke Penny Saving Banks. Et donc l'OISL apporte le début du capital, mais elle fait surtout appel à ses clients et clientes, la majorité sont des femmes noires, pour qu'ils y déposent de l'argent, de 31 centimes à 100 $. Côté management, elle assure la présidence et des femmes sont à la tête du comité d'audit et
prennent des décisions clés sur l'octroi des crédits. Et des femmes travaillent dans ces agences dans tout le pays. Et les femmes sont reçues comme tout le monde au guichet. Une vraie révolution. Il faut imaginer l'état ségrégationniste où, quand on est noir, on doit passer par l'escalier de service dans différents établissements. Oui, ce qui est génial, c'est que c'est comme une pionnière du microcrédit, en quelque sorte. En plus, oui, c'est ça. Et donc la banque offre de petits crédits pour les femmes noires de la classe ouvrière pour les aider à compléter leurs revenus ou les aider à sortir des prêts des usuriers. Elle accorde des prêts à la propriété ou pour se lancer en tant qu'entrepreneur. Et ces femmes donc qui postulent pour avoir des prêts, est-ce qu'elles sont sélectionnées sur des critères particuliers ? Les clientes sont sélectionnées comme dans toute autre banque, en fonction des revenus, de sa fiabilité, de la respectabilité, etc. Et ils ont peu de mauvais payeurs. Et quand ils en ont, ils font plus appel à la pression sociale qu'à la police, car ils connaissent l'iniquité de celle-ci. D'accord, oui. Donc quel était un peu l'état de la société à ce moment-là pour les Noirs? Quelle était vraiment la situation et qui mettait peut-être un frein quand même à l'accès des Noirs au crédit à cette époque? Eh bien, même si la loi sur l'esclavage est abolie, on va dire, la communauté noire est encore très discriminée et il n'est pas bon d'être noir dans le sud de l'Amérique à cause des lois ségrégationnistes dont on peut parler d'ailleurs. Donc c'est les lois Jim Crow. Ce sont des lois nationales et locales issues des Black Codes, imposant la ségrégation raciale aux États-Unis et promulguées par les États du Sud de 1877 à 1964. Et ces lois ont été donc mises en place pour entraver l'exercice des droits constitutionnels des Afro-Américains acquis au lendemain de la guerre de sécession. Et ces lois les privent donc de leur droit de vote, les cantonnent dans des hôpitaux et dans des écoles misérables, les tient loin de la justice, des transports, des restaurants, des cafés, des stades, des toilettes. Et donc ça restreignait aussi les interactions sociales entre blancs et gens de couleur au strict minimum. Cela au nom du principe de séparés mais égaux. Voilà, donc quand même on voit cet état parti. Une égalité toute relative. Toute relative, voilà. Et donc en Virginie, la loi va se durcir pour réduire le nombre d'électeurs noirs. Le réseau des tramways met en place une ségrégation. Les marchands blancs torpillent les boutiques des entrepreneurs noirs. Et en 1910, toujours l'État de Virginie renforce la législation sur le contrôle des banques pour éviter les escrocs. Et bien entendu, il y avait 14 banques noires, elles vont toutes passer à l'audit. C'est peut-être pas toutes les banques blanches, mais toutes les banques noires, elles y passent. Et certaines vont devoir fermer, mais pas celle de Maggie. Et pourquoi est-ce qu'elle ne ferme pas? Parce qu'elle avait un succès particulier? Oui. Avec des dépôts supérieurs à 10 millions de dollars, la St. Luke Penny Savings Bank est devenue, dès avant la Première Guerre mondiale, la plus importante banque noire des États-Unis. Et puis donc aussi, elle avait une très bonne gestion de sa banque, sinon elle aurait dû fermer elle aussi. Au début des années 1920, elle finance en moyenne l'acquisition de 600 logements par an et contribue par ses prêts à l'émergence d'une véritable classe moyenne noire. Et encore, il ne s'agit là que d'une première étape. Et par rapport à la crise de 29 là, qui se profile à ce moment-là, comment est-ce qu'elle a résisté? Eh bien, elle fusionne alors la St. Luke Penny Savings Bank avec 2 autres banques afro-américaines. Et l'opération donne naissance alors à la Consolidated Bank and Trust Company. Attends, je vais te le redire. Ouais, ça, allez, vas-y. Très bien. Consolidated Bank and Trust Company. Très bien. Dont elle prend la présidence et dont le montant des avoirs s'élève à près de 120 millions de dollars. Et l'établissement existe toujours aujourd'hui et reste la première banque américaine spécifiquement dédiée aux besoins de la communauté afro-américaine. Mais ça alors, c'est quand même une histoire extraordinaire. Donc, pour elle, c'est l'apogée, là, à ce moment-là, non? Un petit peu, ouais, c'est quand même, ouais. Elle est riche et célèbre. Et dans quelle année, là? On va dire que c'est entre les années 1910 et le début des années 1930 que Maggie Lena Walker s'impose comme l'une des grandes figures de la communauté noire américaine des États-Unis. Attends, là, je vais t'interrompre. Ouais. Tu vas dire que tu es un petit peu casse-pied. Mais, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a une autre Walker qui était très célèbre aux États-Unis. Pas une banquière, une entrepreneuse, je sais plus, je sais pas si tu as entendu parler de cette... Oui, alors c'est Madame Walker, je crois d'ailleurs qu'il y a une série sur Netflix sur elle, qui est née en Louisiane 2 ans après la guerre de sécession et qui aussi a un parcours assez incroyable. Elle va créer des cosmétiques pour les femmes noires américaines.
des cosmétiques pour les cheveux. Et elle va aussi créer une sorte de système de marketing très innovant pour l'époque et qui va lui permettre de devenir millionnaire. Voilà. Walker, ça veut quand même dire en marche. Quelqu'un qui marche, donc des femmes qui marchent. Donc Maggie, plus que jamais dévouée à la cause des Noirs aux États-Unis et notamment à celle des femmes, elle a participé en 1912 à la fondation du Colored Women's Council de Richmond, dont elle va assurer la présidence pendant des années et dont l'objectif est de lever des fonds pour financer la création de micro-entreprises. Voilà, on y revient, quoi, le microcrédit, les micro-entreprises, très très novatrice. Hein. Tout à fait. Elle va même essayer de se lancer en politique en 1921, mais ça ne va pas fonctionner. Mais il n'empêche que au sein des communautés noires, Maggie Lena Walker fait figure de véritable symbole. Donc, devenue une femme riche et célèbre, Maggie et son mari se sont donc installés dans une belle maison située au cœur du quartier noir de Richmond et où habitent également leurs enfants avec leur famille. Et une demeure que cette femme, fascinée par la technique, n'a cessé de moderniser. Elle va faire installer le chauffage central, l'électricité, le téléphone, l'ascenseur. Voilà, elle a ce côté quand même de pionnière en fait, hein, s'intéresser à l'innovation partout où elle se trouve. Oui, à ce moment-là, on ne remettait pas en question le progrès, donc c'était une femme de progrès à tous les Exactement. Elle va cependant traverser une dernière épreuve. En 1915, son fils aîné abat par mégarde d'un coup de fusil son époux, qu'il a pris pour un cambrioleur. Son époux à elle ? À elle, ouais. Et pour Maggie, ça a été la fin de sa carrière ? Ça aurait pu, car l'affaire provoque de sérieux remous au sein de l'ordre de l'OISL, et certains de ses membres exigent sa démission. Mais dans un discours qui va rester célèbre, elle rappellera son engagement en faveur de l'ordre, récoltant donc une standing ovation et sauvant in extremis son poste. Et donc après, en 1928, âgée de 61 ans, elle est atteinte de paralysie partielle, ce qui l'oblige désormais à se déplacer en fauteuil roulant. Et jusqu'à sa mort en 1934, elle va continuer à mener à bien ses innombrables activités qui suscitent l'admiration de ses proches. Oui, je comprends que ce parcours assez exceptionnel ait retenu ton attention, mais il y a quelque chose de particulier chez cette femme qui t'a plus particulièrement passionnée ? On va dire que, comme Titu Lecoq le dit dans son livre « Les Grandes Oubliées », l'histoire n'est pas linéaire et il y a parfois des femmes qui ont réalisé des exploits dans certains domaines, à différentes époques en fait, hein. Alors même des fois qu'elles évoluaient dans des univers hostiles, racistes, ségrégationnistes, comme ce fut le cas pour cette femme. Et j'avoue que je suis très admirative de ces femmes, de Maggie Lena Walker en particulier aussi, qui aussi œuvrent pour le bien des autres aussi. Pas que pour son bien, à elle quoi. Oui, c'est ça, on voit que sa prospérité est aussi liée au bien général et on n'associe pas souvent la réussite bancaire à une entreprise qu'on pourrait dire quand même philanthropique. Exactement. Ça, c'est assez fantastique. Bon, évidemment, on se sent un peu petite, mais en même temps, ça nous donne des ailes. Exactement. Merci Fabienne. Donc vous retrouverez toutes les coordonnées sur Podcastix pour aller voir mes sources pour cette chronique des femmes oubliées. Papa Mimou, yo balema. Papa Mimou, yo balema. Papa Mimou, yo balema. Anga. Anga
d'origine. Agbe yelemiasi, agbe yelemiasi, farafina anga benkelema, agbe yelemiasi, farafina anyiko anyiko enyi agbe donkusu enyi agbe agbeto wowo enyi agbe yele miasi. Yobalema, 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 anga benkelema, un peu d'eau et de l'argile, du soleil et de l'air, et voici l'humain dans sa peau d'origine. Vous écoutez Une pour toutes sur Radio Occitanie. Nous avons écouté un morceau de Mamka Djidjolé, Yobalema. Mamka a composé ce morceau en s'amusant avec des mots du Wolof, du Bambara et du Mina, qui est sa langue maternelle. Elle a eu envie de raconter sa vision de l'origine de l'être humain et de lutter contre le racisme. Jupette, tu voulais me parler d'un livre que tu as beaucoup aimé ? Alors, il s'agit de Nos puissantes amitiés d'Alice Rebaud, que j'ai eu envie de lire en lisant un article sur ce livre dans un journal, pour pas faire la prétentieuse intellectuelle, mais enfin, c'était quand même Le Monde. Je ne l'ai pas lu dans Télé 7 jours, mais qui sait, Télé 7 jours, on a peut-être parlé, hein, on ne va pas avoir trop de préjugés. Alors, quand j'ai lu ce livre, moi-même, j'avais dans ma vie de puissantes amitiés. Et donc, je me suis demandé si ce livre donnait un écho à ce que je pouvais ressentir, à savoir de l'importance croissante qu'a dans ma vie toute cette amitié si puissante au sens de rayonnante, au sens d'importante, et non pas au sens de la prise du pouvoir. C'est un livre militant et féministe, ce que le titre ne donne pas forcément à entendre. Ce qui m'a intéressée, c'est comment l'amitié, qui est un sujet dont tout le monde s'accorde à penser que c'est un beau sujet, mais on le relègue au second plan par rapport à l'amour. Et ce que j'ai ressenti dans ce livre, c'est que ce second plan, ce que j'en ai compris plus que ressenti, était en fait un effet secondaire d'un système patriarcal. Donc, ce qui n'est pas du tout évident, a priori, évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire, ouais. Oui. L'auteur développe ça très bien au fur et à mesure de l'ouvrage. C'est que jusqu'à un certain temps, pendant une certaine génération, il n'y avait de sentiments adultes, c'est-à-dire arriver vraiment à son point d'expression le plus grand, que l'amour. L'amitié étant une chose secondaire, annexe, plutôt très forte dans l'enfance, mais une fois qu'on a quitté l'enfance, l'amitié, c'est un plus. Or, il se trouve aujourd'hui que dans le féminisme actuel, on fait une place très importante à la sororité. Donc, bien entendu, l'amitié trouve sa place dans la sororité, mais ça trouve aussi sa place dans les relations entre hommes et femmes, qu'ils soient hétérosexuels, homosexuels, entre hétérosexuels et homosexuels, parce qu'on imaginait très souvent
des amitiés entre hommes et femmes comme quasi impossibles ou extrêmement marginales, même s'il s'agit d'un homme hétérosexuel avec une femme homosexuelle ou inversement les deux hétérosexuels, comme si de toute façon dans ces relations-là, il ne pouvait être question que de désir. Or, je crois qu'elle développe cette vision de l'amitié comme étant, pour moi, une démultiplication de l'amour, qui fait qu'aussi c'est un encouragement au célibat. Non pas que le célibat, selon elle, je pense que c'est quand même une pensée qui est nuancée, qui est ouverte, c'est ce qui m'a intéressée aussi, tolérante et observatrice, que le célibat soit une fin en soi, mais que le célibat n'est pas une tare. Or, aujourd'hui en France, je crois qu'on est à 15 millions de personnes célibataires, ce qui représente un nombre très très grand par rapport à une population adulte. On ne va pas considérer que les enfants sont célibataires. Et on a toujours tendance à penser que ce célibat est un manque à vivre, un manque à aimer. Les célibataires eux-mêmes, pour certains, sont dans la course permanente à la recherche de la fin de ce célibat. D'ailleurs, il y a une très grande industrie associée à ça. Et tous les conseils qu'on peut vous donner pour sortir du célibat, comme si c'était une tare. Et en particulier, les femmes peuvent se ressentir célibataires, donc vécues, et je crois qu'on en a parlé ensemble, comme des rivales. Donc la sororité, tu vois, a sa place là-dedans, sortir de la rivalité, sortir de l'idée de vivre pour séduire, sortir de l'idée de vivre pour le regard de l'autre. Dans l'amitié, on ne vit pas pour ça. Dans l'amitié, on choisit les moments où on est ensemble. Il y a beaucoup moins de relations de pouvoir, mais pour autant, il peut y avoir une très très grande intimité. Or, très longtemps, l'intimité, elle est à l'intérieur du couple. Et elle peut analyser aussi comment dans les cours de récréation, déjà, on encourage les filles à nouer entre elles des relations profondes où elles se confient leurs sentiments profonds, leurs peurs, leurs désarrois, leurs amours. Elles s'envoient des cœurs, elles s'envoient des déclarations d'amour, souvent entre copines, je t'aime, ma petite chérie, tout ça, qui doit normalement s'arrêter à l'adolescence pour se déployer quand elles sont hétérosexuelles, vers un garçon, ou même quand elles ne le sont pas, vers l'objet unique de leur amour. Et quant aux garçons, ils ont vite appris à ne pas trop se démontrer, à moins de se faire traiter de filles, de garçons ultra sensibles, d'être bousculés par les autres, mais à échanger plutôt des relations par le corps, à refouler leurs larmes, de les garder exclusivement pour le couple. Voilà, donc la femme devient le dépositaire de tout ça, et dans leur vie sociale, mettre tout ça de côté. Alors, donc ça m'a intéressée parce que moi, je suis célibataire après une longue vie de couple, que je ne regrette pas d'ailleurs, puisque j'ai développé une puissante amitié avec mon mari. On s'est séparés, mais je me suis aperçue qu'au fur et à mesure, je n'éprouvais pas de manque, mais bien au contraire, un déploiement de mes facultés à aimer. Donc, j'ai trouvé dans ce livre un écho et aussi une rationalisation, une conceptualisation avec chiffres à l'appui et un regard historique qui donnait une légitimité à finalement ce qui n'était qu'un vague ressenti de ma part. Parce que je pense que les livres, parfois, quand ils sont bien écrits, les ouvrages des intellectuels nous permettent de nous comprendre nous-mêmes. C'est vrai. Donc je trouve que ce livre est passionnant comme image de la société qui change et aussi un encouragement à dépasser ce qu'on dit souvent de la dépendance affective, comme si les êtres pouvaient vivre juste seuls. Mais en fait, quand on se sent dépendant affectif, ce qui est totalement mon cas, je trouve que c'est bien mieux d'être dépendant affectif d'une 50aine de personnes que d'une seule personne. Et ça me permet d'apprécier la solitude à son juste prix, c'est-à-dire un moment de ressourcement plutôt qu'un moment de manque. Et donc, j'avais envie d'en parler pour partager à la fois l'espoir, la drôlerie et l'intelligence que nous donne ce livre. Tu vas donc nous faire la lecture d'un extrait de ce livre. Oui, je crois que je vais commencer par son introduction où elle ne se cite pas elle-même. Elle dit elle-même ce qui l'a incité à lire ce livre, en espérant que ça vous donne envie d'aller plus loin.
Donc je vais donc commencer par le début. Ça s'appelle donc Introduction, comme il se doit, avec un titre qui est « Un territoire à reconquérir ». Quand j'imagine la suite de ma vie, c'est ainsi que j'aimerais vivre. En communauté amicale, entre personnes qui s'écoutent, qui se comprennent et qui s'aiment tout simplement. C'est en ces termes qu'à 41 ans, la réalisatrice Céline Sciamma dessine les contours de son avenir dans un entretien donné au Monde. Dans ses projections, pas de couple amoureux au centre. De maisons au bord de l'eau ou à la campagne où l'on coule à deux des vieux jours romantiques, à regarder grandir sa marmaille, puis la marmaille de sa marmaille, tel le point d'orgue d'une existence réussie. Mais l'amitié comme fondation, ce lien qui peut aussi être un mode de vie. Ailleurs, l'icône féministe lesbienne disait déjà sa passion pour cette forme relationnelle, qui est l'endroit du choix, de la légende, de l'anecdote, du lieu où l'on se raconte collectivement, on peut se réinventer. Cette image-là, d'un futur désirable, Céline Sciamma commence à l'approcher entre les murs d'un foyer de bonnes sœurs, en banlieue parisienne à l'aube de sa vingtaine. C'est dans ce lieu, où elle atterrit pour ses études, supposées représenter tout ce qu'il y a de plus conservateur, donc, loin de prôner l'explosion de la cellule familiale traditionnelle, qu'elle découvre la joie d'un quotidien au féminin, auprès des autres jeunes résidentes. Un ordinaire festif, solidaire, débordant d'amitié. Elle ne peut plus s'en passer. Dès lors, partout où elle se rend, elle constitue ses bandes de filles. Aujourd'hui, sa vie est structurée par ses amitiés, avec des femmes, mais aussi avec des hommes, autour d'un partage de soins et de services au quotidien. C'est ce que revendique la réalisatrice dans cet entretien, publié au moment où son film « Portrait de la jeune fille en feu » connaît un succès mondial. Si je m'attarde sur ce récit, ce n'est pas pour le seul plaisir de commencer mon livre par des mots de Céline Sciamma, mais, même s'il n'y a pas de raison de s'en priver, c'est aussi parce que sa manière de remettre l'amitié au premier plan est une denrée rare dans nos univers médiatiques comme culturels. Depuis que je me penche sur le vaste enjeu de nos relations amicales, et que pour les besoins de cet ouvrage, entraquer les moindres mentions s'est mué en obsession, je n'ai pu que le constater. L'amitié est une relation souvent passée sous silence, peu valorisée. Nos liens amicaux sont dans nos sociétés occidentales généralement considérés comme secondaires, voire sacrifiables, en particulier une fois la jeunesse étudiante passée. Enfants et adolescentes, il paraît encore normal de passer beaucoup de temps avec ses amis, amies. C'est même selon ce critère que se définit en partie à ces âges la valeur sociale de chacun et de chacune. Mais au-delà de cette période, trop s'investir dans ces liens amicaux, ce serait rester un éternel ou une éternelle ado, un adulte, une adulte manquée, aux habitudes de vie trop immatures pour être prise au sérieux. Alors, envisager l'amitié comme un mode de vie, selon les termes de Sciamma, et choisir de l'ancrer pleinement dans un quotidien qu'on dédie plutôt à la famille biologique, c'est carrément se poser en contestataire. Bien. J'espère que ce petit tour d'horizon des associations toulousaines qui aident les femmes à retrouver un emploi vous a intéressé, ainsi que la fantaisie de Jupette et la découverte de Maggie Lena Walker. Toutes les informations complémentaires seront sur Podcastix, Radio Occitanie, une pour toutes. Adi Schatz! Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Corinne Goldberger, journaliste retraitée, créatrice du podcast Argent, Parlons Cash les filles, qui est un podcast très intéressant d'éducation financière pour les femmes en couple, notamment, dans différents cas de figure de la vie. Donc, j'ai rencontré à la fois une héroïne ordinaire qui m'a parlé de son parcours de vie et m'a partagé un peu de sa sagesse, et à la fois une journaliste, créatrice d'un podcast très intéressant qui peut vraiment donner des pistes sur la façon de gérer son argent,
qu'on soit marié, pacsé, en union libre, etc. Rencontre avec Corinne Goldberger. Corinne, quel âge avez-vous? J'ai 66 ans. Et quel est votre parcours professionnel, personnel? Est-ce que vous pouvez me donner quelques étapes clés de votre vie? Alors, j'ai fait les études de droit. Après mes études de droit, j'ai passé le concours du CFJ, le Centre de formation des journalistes. C'est une école parisienne de journalisme réputée. J'en suis sortie en 2002. Et ensuite, j'ai fait la majeure partie de ma carrière dans la presse féminine, où j'étais en charge de problèmes et de faits de société, tout ce qui touche au travail des femmes, à l'égalité femmes-hommes, les droits des femmes, tout ce qui touche à la société côté femmes. Alors j'ai fait un petit peu de tout d'ailleurs. J'ai fait de la presse quotidienne, du magazine, et puis très vite j'ai eu envie de travailler dans la presse féminine. Alors pourquoi la presse féminine? Est-ce que j'ai aimé travailler dans la presse féminine? Oui, parce que la presse féminine, quand vous êtes dans un magazine, vous travaillez dans un magazine féminin, c'est tout l'univers des femmes qui est concentré là, sur lequel vous travaillez, vous et vos collègues. C'est la santé des femmes, les droits des femmes, les combats de femmes. Enfin, dans mon dernier journal, où je suis restée plus de 20 ans, les combats de femmes étaient une préoccupation centrale. Les violences contre les femmes, le travail des femmes, la beauté, la mode, les papiers de société, l'intimité, le couple, la famille. Donc c'est tout votre univers, tout l'univers est là finalement. Et donc ça m'a passionnée. J'ai trouvé ça beaucoup plus, comment dirais-je, enrichissant que si j'avais été, par exemple, dans un magazine de société où on ne fait que de la société et de la politique, par exemple. D'accord. Est-ce que vous avez vu aussi, je veux dire, les changements de la société à travers le prisme des journaux auxquels vous avez participé? Oui, bien sûr. Par exemple, quand j'étais plus jeune, le grand combat, ça a été de faire reconnaître le viol comme un crime. Quand j'étais étudiante, l'IVG, c'était passé grâce à mes aînés, grâce à nos grandes sœurs, et grâce à elles. Et dans les combats d'aujourd'hui qui me paraissent très très importants, il y a eu le mouvement MeToo avec la libération de la parole des femmes. Et pour moi, ça a été quelque chose de formidable que les femmes acceptent de dire ouvertement, oui, j'ai été violée, moi aussi j'ai été violée, et que les autres femmes répondent, on te croit, on vous croit. Et Ouais. ça, pour moi, c'est un combat central, avec aussi la reconnaissance de l'inceste qui touche énormément de petites filles, de garçons Ouais. aussi, mais beaucoup de petites filles. Les combats sont toujours à mener, quoi, en fait, hein. Voilà, C'est vrai. il y a toujours des combats à mener. Alors, on y Mm. reviendra peut-être, mais un des grands changements aussi, et pas dans le bon sens, je trouve, c'est que ce qui partait d'une belle idée, finalement, la reconnaissance de diverses oppressions que peuvent subir les femmes se soit transformé en mouvement quasi sectaire. C'est les excès Mm. du wokisme dans le féminisme. On en voit tous les jours les conséquences. Moi, je suis une féministe universaliste, c'est-à-dire que ce qui Mm. m'intéresse, c'est les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes, quelles que soient les femmes, où qu'elles se trouvent. Quand je vois des féministes, Mm. par exemple, qui ferment les yeux sur la lutte héroïque des Iraniennes, euh, pour ne pas se couper des femmes musulmanes, mais en fait islamistes. C'est ça le souci. Ou quand je vois ce qui se passe en ce moment, où on a vu des grandes organisations féministes ne pas avoir un mot pour les viols de masse qu'ont subis les Israéliennes, Ouais. les bras vous en tombent. Est-ce que vous pouvez me donner quelques étapes clés de votre vie? Oui. Après mon diplôme de journaliste,
autre grande étape, ça a été effectivement, oui, d'avoir des enfants. J'ai 2 enfants qui sont adultes aujourd'hui, une fille et un garçon. Et Mhm. d'ailleurs, une autre grande étape, ça a été de devenir grand-mère. Ça aussi, pour une femme, c'est une grande étape à vivre, à Oui. traverser. Autre grande étape, bah, j'ai perdu mon mari relativement jeune, puisque j'avais 45 ans, et mes enfants avaient 14, ma fille avait 14 ans et mon fils avait 9 ans. Et donc, bah, il a fallu que Mhm. je les élève toute seule. Et comme j'étais journaliste, bah, j'ai vécu aussi les choses en tant que veuve et journaliste. J'ai écrit, j'ai Mhm. écrit un livre à destination des veuves et des veufs. Enfin, il y a plus de veuves que de veufs. Un livre de Ouais. témoignages, un Mhm. livre sociologique sur le veuvage précoce, parce que moi-même, je cherchais un livre pour m'aider, pour m'apporter des réponses, et j'en trouvais pas. Donc, je me suis dit, ben, ce livre, c'est moi qui vais le faire. Mhm. Et j'avais ce besoin d'écrire ce livre parce que je me rendais compte que seuls d'autres veuves pouvaient comprendre une veuve. J'en pouvais plus d'entendre, Mhm. par exemple, je te comprends, je suis divorcée. Non, non, c'est pas du tout pareil le veuvage et le divorce, parce que personne n'a décidé de se séparer, hein, c'est la mort qui vous sépare. Personne n'a dit je te quitte. Euh, c'est pas du tout non plus comme être mère monoparentale, parce que là, il n'y a pas un homme qui vous a laissé tomber, qui est Mhm. parti à la naissance de l'enfant. Il y a un papa qui a vécu, qui a désiré ses Mhm. enfants, qui les a aimés, qui a eu le temps de leur donner de l'amour, de l'attention, de transmettre des choses. Donc, c'est pas la même chose. Donc, j'ai créé un livre sur le veuvage précoce. Et j'ai créé aussi, d'ailleurs, sur Facebook, un groupe de veuves qui est très actif, où tous les jours, toutes les semaines, tous les jours, nous arrivent de nouvelles veuves jeunes et de nouveaux veufs. La dernière étape, la dernière grande étape après toute une carrière dans la presse féminine, eh ben, ça a été le départ en retraite à 66 ans, à 65 ans, non, l'année dernière. D'accord. Mhm. Et puis, et finalement aussi, vous êtes en retraite, mais vous avez créé aussi ce podcast et c'est une façon de continuer un petit peu aussi l'activité, non? Journalistique. Oui, oui, c'est à la fois une façon de continuer mon activité journalistique, mais c'est aussi un projet que je caressais depuis plusieurs années, depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je veux parler de l'argent des femmes, puisque ce podcast s'adresse aux femmes et on Mhm. parle de leur argent, leur épargne, leurs investissements, leurs revenus. C'est un podcast d'éducation financière. Ça fait très longtemps que je sens que l'argent des femmes, c'est un sujet féministe, et que Mhm. je ne pouvais pas en parler comme je voulais en parler dans mon journal, Oui, parce oui. que dans la presse féminine, en général, quand on parle de l'argent des femmes, d'abord, on fait des papiers où on parle des femmes comme si elles étaient toutes salariées. On parle des inégalités salariales, c'est ça, parler de l'argent des femmes, c'est les inégalités salariales, comme si toutes les femmes de ce pays étaient salariées. Ouais. Non, Mhm. il y a des commerçantes, il y a des artisans, il y a des professions libérales, il y a des créatrices d'entreprises et des freelances, des agricultrices. Il y a beaucoup de femmes qui, en fait, ne sont pas salariées, mais si vous lisez bien les articles, vous avez l'impression que les femmes sont salariées, parisiennes, chefs de produits, travaillent dans le marketing dans une grosse boîte. Oui, oui. Ce qui n'est absolument pas le cas. Mhm. C'est un peu le prisme, je sais pas, enfin, de qui écrit ces articles, quoi, peut-être aussi. Je sais pas, c'est Non, la lunette non. déformante peut-être des Alors, magazines, hein, où il y a beaucoup de magazines qui sont parisiens, non? Alors, c'est peut-être ce prisme-là, mais moi, j'y vois aussi une volonté euh, de ne pas parler d'argent d'une manière plus concrète, précise, documentée, Mm. parce que bah, c'est vrai que c'est des matières qui sont arides. Ouais. On y croise des notions de droit, on y croise des notions de fiscalité, Mm. des choses qu'il faut savoir par rapport à l'épargne, à l'investissement.
Et a priori, ça peut paraître un peu complexe. Mais en fait, quand on se rend compte que l'argent des femmes, votre argent, c'est la clé de votre indépendance, tout de suite, ça devient plus fun. Et là, comment dirais-je, la réticence que vous pouvez avoir par rapport aux problématiques d'argent, quand il s'agit de votre argent et que vous en prenez vraiment conscience, ça devient tout de suite intéressant et vous reprenez, comment dirais-je, la curiosité vous revient. Vous faites des recherches, vous cherchez des réponses à Mm. vos problématiques et d'un seul coup, ça Oui, vous j'ai passionne. vu ça aussi. Mm. J'espère que, j'espère que je m'efforce de faire passer Mm. cette passion auprès de nos Ouais, enfin, auditrices et de nos mm. auditeurs d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte, statistiques à l'appui, qu'il y avait presque autant d'hommes Bah, qui c'est nous écoutent super. que de femmes. Mm. Et on va peut-être déjà donner le titre de ce podcast. Donc, vous le faites en collaboration d'ailleurs avec Exact. Thierry Ohaillon, c'est ça? Oui, Thierry Ohaillon, oui, c'est un podcast qui s'appelle Argent, parlons cash les filles. Et je pense on parle cash, on parle sans Mm, tabou, mm. j'y reviendrai. C'est un podcast que je fais avec Thierry Ohaillon, que j'ai rencontré justement dans mes années presse féminine, où j'avais enfin réussi à parler d'argent dans un forum que nous avions organisé. Et pourquoi Thierry? Parce que Thierry se passionne lui aussi Mhm. pour l'argent des femmes et a écrit 2 livres dont je vous donnerai Oui. les références, a écrit 2 livres sur l'argent des femmes, sur l'argent au féminin. Et donc, on s'est bien trouvé sur Mm, cette mm. thématique. Il y a un tabou encore avec l'argent? Oui, 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 D'accord. il y a encore des techniques. Alors, il y a un épisode en particulier qu'on a enregistré avec une sexologue, je vous donnerai les références aussi, Mm. où je l'ai présenté en posant la question, pourquoi c'est plus facile de demander on baise que combien tu gagnes? Oui, je l'ai écouté. Parce que Oui. parce que pour moi, tout est tout est dans cette question. C'est-à-dire que c'est tellement tabou que quand vous rencontrez un homme, par exemple, à quel moment vous commencez à parler argent? C'est quand vous vous installez ensemble? Qui paye quoi? Combien il gagne? Comment peut se faire le partage des charges? Tout ça, Mm, c'est extrêmement tabou. mm, mm. Parce que dès qu'on commence à parler argent dans le couple, on a un peu le sentiment qu'on passe pour Oui, ou intéressé, qu'on vénal. passe Ouais. pour Mm, vénale, ou alors soupçonneuse, qu'on n'a pas confiance, mm, qu'on voit tout de suite l'arnaqueur possible. Donc c'est très compliqué pour les femmes de parler argent, sans compter que culturellement, mm. C'est vrai. les femmes ont eu un compte en banque en 1965, comme je le rappelle à chaque épisode, et ça a pesé aussi sur leur difficulté à parler franchement pognon. Il y a un autre tabou aussi, il y a un autre tabou, alors là qui est plus idéologique. Moi, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui se disaient à gauche ou à l'extrême gauche, et au nom de leur idéologie, que je voyais se saborder elles-mêmes parce que l'argent, c'est le capitalisme, c'est l'ultralibéralisme. Donc, au nom de leurs convictions anticapitalistes, déjà, elles refusaient de devenir propriétaires sans se rendre compte qu'elles s'abordaient peut-être leur future retraite alors qu'elles avaient De les faire. moyens et assez d'épargne pour au moins être propriétaires de leur domicile et arriver à la retraite, ne pas avoir à payer de loyer, surtout si une toute petite retraite Mm, les attend. Et j'ai vu des femmes dire non, non, moi je veux pas être propriétaire, je veux pas être proprio. Enfin bref, comme disait Marx, la propriété c'est le mm, vol. Ben, résultat, elles se retrouvent avec des toutes petites retraites, elles ont à peine de quoi payer leur mm. loyer. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment se tirer une Oui, balle je dans le comprends. pied. Et donc, quel message avez-vous envie de transmettre à travers ce podcast? En fait, finalement, comme vous dites, c'est un peu de l'éducation financière. L'éducation financière, c'est votre argent, c'est la clé de votre indépendance. N'oubliez jamais Mm, ça. C'est la clé de votre indépendance par rapport dans votre vie conjugale, amoureuse, personnelle. C'est la clé de votre indépendance. Et mm. si vous vous désintéressez de votre argent, il y en a peut-être d'autres qui vont s'y intéresser pour vous et pas dans le bon sens. Si C'est vous clair. confiez toutes vos finances
à votre conjoint parce que, soyons clairs, ça vous emmerde, hein, ça vous emmerde de Mm, remplir votre déclaration de revenus, ça vous emmerde de chercher vous-même, de vous intéresser vous-même à votre propre épargne, où est-ce que vous pouvez la placer, où est-ce que vous pouvez investir, sans forcément prendre trop de risques, parce que ça, c'est la question du risque, c'est la grande différence mm, entre hommes et femmes, c'est que les femmes ont beaucoup moins d'appétence au risque que les hommes. mm, Les femmes répugnent énormément à l'idée de perdre un peu d'argent via les investissements. Donc, ça explique aussi qu'elles ont peu d'appétence, par exemple, pour la bourse. Et les femmes aiment les placements de mères de famille, mm, c'est-à-dire ça ne rapporte pas beaucoup, mais au moins on est à peu près sûr de retrouver son argent. mm. Et les femmes aiment aussi les placements faciles à comprendre, c'est-à-dire que quand les investissements qu'on leur propose sont des montages financiers un peu complexes et difficiles donc à comprendre, si elles ne comprennent pas ce que leur raconte leur banquier, ou bon, voilà, elles laissent tomber. Alors ça aussi, je veux travailler là-dessus. Je veux leur dire non, 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 c'est peut-être pour Mm. vous. Moi, je suis pas là pour vous vendre des produits financiers. D'ailleurs, on est un podcast complètement Oui, c'est indépendant, vrai. hein, on n'a pas de Ouais. sponsor. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas, pour l'instant, on est complètement indépendant. Donc, nous, on fait de l'éducation financière. On dit aux femmes, Mm. voilà les produits dont on vous parle, ou dont vous entendez parler, dont vous vous demandez si c'est pour vous. Voilà ce que c'est, voilà comment ça fonctionne à tout point de vue, droit, fiscalité, etc. Après, vous faites ce que vous voulez, mais au moins, nous, on vous aura expliqué ce que c'est. Et comment vous choisissez les thèmes que vous abordez? Enfin, il y a différents cas de figure. Mm. Alors, Alors d'abord, je choisis toujours une experte. Je tiens, c'est Mm. un podcast qui s'adresse aux femmes, et je tiens à mettre en Ouais. valeur des expertes, leur dire, voyez, il y a plein de femmes qui travaillent sur ces sujets, que ce soit des femmes dont c'est le métier, dans la banque, la finance, l'assurance, ou que ce soit des femmes qui travaillent sur ces sujets, alors par exemple en tant que sociologue, en tant que notaire aussi, oui, en tant que sexologue, on aura sans doute des sociologues, on a des femmes qui travaillent sur ces sujets de finance et qui ont publié des livres sur la question. Je pense par exemple à Héloïse Mm. Boll et Insaf El-Hassani qui ont publié Haute une citoyenne, et, voilà, qui font œuvre aussi salutaire vis-à-vis des femmes en décryptant, en décodant l'argent des femmes, en parlant d'argent dans le couple, elle aussi. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Et alors, vous me demandez comment je choisis les sujets. Eh ben, en fait, je l'ai choisi comme pour moi, c'est-à-dire tous les jours, comme tout un chacun ou toute une chacune, plutôt, j'entends Mm. parler d'argent et je me dis, tiens, comment ça marche, ça, comment ça fonctionne? Alors, c'est pour ça qu'on a fait un épisode sur les crypto-monnaies, sur les bitcoins, Mm. parce que tout le monde voit très, très, très vaguement ce que c'est, Ouais. mais ne comprend pas bien ce que c'est, et quelle est la place des femmes dans le bitcoin, par exemple. Donc, euh, je choisis les thèmes vraiment en fonction aussi de l'actualité. Mhm. Là, par exemple, on va aborder des sujets immobiliers. On a parlé sur l'immobilier, on a parlé aussi déjà de la hausse des taux d'intérêt. Pour bien comprendre ce que c'est que cette histoire de hausse des taux d'intérêt, ce que c'est que le taux d'usure, Mhm. pourquoi les banques en ce moment prêtent si peu d'argent, et donc pourquoi c'est difficile d'obtenir un crédit pour pouvoir acheter sa maison, son appartement. Mm. Je me relie aussi beaucoup à l'actualité parce que j'essaye de répondre aux questions que moi je me pose, et je me dis à chaque fois, je ne dois pas être la seule. Bien sûr. Je voulais juste poser une petite question par rapport à l'agisme. Est-ce que vous avez connu un peu la discrimination en fin de carrière, Alors oui, je vous avais une question sur quel obstacle avez-vous rencontré ou pas si vous voulez? Voilà. dans ma vie professionnelle. Donc, bah, j'ai fait, comme je vous ai expliqué, la majeure partie de ma carrière dans la presse féminine, donc dans des milieux très féminisés. Et j'en ai tiré quelques leçons qui sont pas très politiquement correctes. C'est que quand vous vous heurtez à un plafond de verre, dans un milieu ultra féminisé, vous ne pouvez pas dire que c'est parce que les hommes empêchent les femmes de monter. Et donc, vous vous rendez compte que ce n'est pas
un problème ou qu'un problème d'inégalité femmes-hommes, c'est Mm. un problème de pouvoir. Quand vous avez un management de femmes, qu'est-ce que les femmes qui ont le pouvoir dans l'entreprise, qu'est-ce qu'elles en font de leur pouvoir? C'est un problème de pouvoir. Oui. Vous aviez été confronté à ça ou pas, en fait, par rapport à cette question est-ce que, si vous, est-ce que vous avez été, dans le cas, par exemple, de demander une augmentation, vous l'avez obtenue ou est-ce que... Oui, j'ai été confrontée à ça, et notamment en fin de carrière. Alors, est-ce que j'ai vécu l'agisme, la discrimination en fin de carrière? Oui, d'une façon insidieuse, c'est-à-dire que j'avais le sentiment, enfin, c'est pas que le sentiment, c'est que je travaillais beaucoup, j'apportais beaucoup d'idées, mais cet agisme s'exprimait d'une manière insidieuse. Vous prenez par exemple conscience que vous avez beau bosser comme une folle, apporter plein d'idées, prendre des initiatives fructueuses qui sont d'ailleurs saluées, hein. Mm, Vous n'êtes pas augmenté, vous n'avez pas de prime, pas de promotion. C'est un petit peu comme si on pensait de vous. À son âge, de toute façon, elle partira plus, donc il n'y a pas besoin de la motiver pour la garder. oui. Et vous avez l'impression que vous êtes comme le hamster dans sa roue qui tourne, qui fait les choses, mais Mm, qui ne s'arrête jamais. Mais on se pose jamais pour parler pour parler carrière, comme si, bon, passer un certain âge, quoi, à quelle carrière? On va pas parler carrière, ou alors on va faire un peu semblant, mm, mm, mais ta carrière, elle est derrière toi. Vous avez l'impression de devenir celle dont on a besoin. Certes, mm. on vous le démontre, hein, on vous demande toujours tout un tas de choses, mais vous n'êtes pas celle qu'on songerait à promouvoir, parce que d'abord, on a besoin de vous là où vous êtes, mais, Mm. mais pas pour Évoluer ou évoluer, aller vers autre accéder à chose. plus de responsabilités. Alors, Mm, le résultat, c'est que vous voyez promouvoir autour de vous plein de gens plus jeunes qui, en plus, souvent ne viennent pas de l'entreprise, mais sont recrutés ailleurs parce que ils mm, représentent un petit peu le nouveau souffle d'air frais, le sang neuf dont mm, l'entreprise mm, pense avoir besoin. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas d'attachement pour la boîte, pas de loyauté, qui ne connaissent pas profondément son ADN. Et c'est ceux qui vont rester très peu de temps finalement, 2 ans, 3 ans. mm. Alors que vous, votre fidélité, votre attachement à l'entreprise, à son ADN, il y a des moments où vous avez l'impression que c'est pas du tout vu comme des qualités, mais presque une preuve de sénilité, quoi. Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie qui vous rend fier? Vos petites victoires. Alors, des choses dont je suis la plus fière, je ne sais pas si c'est une petite victoire, c'est que j'ai participé très activement à faire entrer la parité homme-femme en politique dans la Constitution. C'était en janvier 1999. À l'époque, j'étais journaliste au mensuel Biba. Et j'avais été invitée, comme d'autres consoeurs de la presse féminine, à un petit déjeuner de presse par la secrétaire d'État aux droits des femmes de l'époque, qui était Nicole Perry. Mhm. Et alors qu'on échangeait café en main sur ses actions pour les femmes, son téléphone sonne et elle dit: vous m'excusez, au bout de quelques minutes, elle revient, mais décomposée, elle se laisse tomber sur sa chaise et elle dit: le Sénat va faire capoter le projet de révision constitutionnelle pour inscrire la parité femmes-hommes en politique dans la Constitution. Mm. Et on était vendredi, il y avait un vote au Sénat le mardi, donc elle dit: comment voulez-vous que je réussisse à mobiliser en une journée avec un week-end entre aujourd'hui et mardi? C'est une catastrophe, le Sénat va torpiller le projet de loi. Mm. Et moi, quand elle nous a dit ça, j'ai dit tout de suite: écoutez, c'est pas, Madame la ministre, c'est pas perdu. Si on s'y met tout de suite, on peut envoyer des mails à tout le monde, à tous les sénateurs, on peut mobiliser toutes les associations féministes. Moi, j'ai pas mal de noms et des contacts d'assos dans mon carnet d'adresses, vous aussi évidemment, votre cabinet. Donc, si on fait ça tout le week-end, on peut mobiliser. Et donc, j'ai passé tout le week-end en pyjama, à boire uniquement des cafés, à téléphoner. Et le lundi suivant, il y avait une manifestation devant le Sénat. Mm. On avait réussi à toucher toutes les organisations féministes. Elles étaient là avec des assiettes en carton. Je sais pas s'il y avait écrit dessus parité ou enfin quelque chose comme ça. Et je me rappelle qu'une féministe historique est venue me voir et il me dit: c'est toi Corinne Goldberger? Mm. Oui. Elle me dit: écoute, bravo, tout le monde te remercie. Elle dit: mais tu sais pourquoi tu as réussi? Parce qu'en fait,
personne te connaît, donc il y a pas eu de rivalité, tout le monde t'a Oui, suivi, d'accord. il y a pas eu de problème d'ego entre quel est l'assaut qui mène le mouvement, Mmh. et ça marchait parce qu'on ne connaissait pas. Super. Ouais. Et voilà, et donc voilà, ça je suis vraiment fière de ça. Est-ce que pour vous, le métier de journaliste est un métier de passion? Ah oui, ça c'est un métier de passion où, il y a pas de frontière entre la vie privée et le métier. On est journaliste tout le temps, quand on rentre chez soi, quand on rencontre des gens, on se dit: «Tiens, c'est intéressant ce que me dit cette personne, il y a un papier à faire là-dessus». Puis c'est un métier où on rencontre beaucoup de gens absolument passionnants, beaucoup d'héroïnes du quotidien, dans tous les métiers. Je suis heureuse d'avoir rencontré des femmes comme Marceline Loridan, rescapée d'Auschwitz, Mmh. Simone Veil, et sa lucidité absolument tranchante. J'ai passé aussi des moments formidables avec, Tamar Ashkenazi, qui coordonnait en Israël au niveau national les dons d'organes entre juifs et arabes en Israël, et ça, c'est des Mmh. choses qui se passent, par exemple, dont on n'est pas conscient parce qu'on a, on a une vision, qui nous vient des infos qu'on regarde, mais il se passe plein de choses qu'on ne sait pas. Voilà, des grandes D'accord. grâce à elle, j'ai vu, j'ai été invitée dans des familles, j'ai vu des juifs et des arabes, on ne peut pas l'imaginer, surtout vu ce qui se passe en ce moment, en Israël et à Gaza, mais qui étaient, vraiment, devenus des familles parce que, l'une des 2 familles, avait, par exemple, un enfant qui revivait, Ah oui. grâce à Mmh. un organe de l'autre communauté. Vous entendez des choses absolument, incroyables qui vous font prendre connaissance, par exemple, des violences épouvantables contre les femmes, et les enfants dans l'inceste, par exemple. Vous êtes au cœur du sujet. Par exemple, moi, j'ai eu des témoignages dans le cadre de mon Mmh. métier où vous vous dites, il y a des enfants qui ont vécu des choses qui s'apparentent à de la barbarie nazie à domicile, de la part de leur propre père. J'ai interviewé des femmes qui, enfants, quand elles étaient enfants, Mmh. à qui on a imposé non seulement, une sexualité précoce, mais, en plus des actes, mais qu'on ne fait peut-être que dans des milieux, sadomaso, extrêmement, avertis et consentants, mais certainement pas une petite fille de 6 ans. Mmh. Ah, quelle horreur, Donc oui, c'est pour ça que c'est un métier de passion, et dans la passion, vous avez à la fois quelle horreur. Mmh. heu Et le l'enthousiasme combat? et la Mmh. colère, l'humiliation, les Mmh. combats. Vous êtes au cœur de tout ça, vous rencontrez toutes les actrices de tous les combats. Vous, comment avez-vous vécu la ménopause? Alors, j'ai pas, vécu, les fameuses bouffées de chaleur, par contre, j'ai pris pas mal de kilos, et ça, je m'y attendais pas parce que ça vient très, très vite. En plus, j'avais eu la mauvaise idée d'arrêter de fumer, au même moment. J'avais arrêté, j'avais repris, et donc je m'attendais pas à prendre des kilos comme ça, et Mmh mh. je me rappellerai toujours comment j'ai appris que j'étais ménopausée. En fait, ma gynéco m'a envoyé une lettre, me disant, «J'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes ménopausée». Et Mmh. «Tu parles d'un honneur». Personnellement, j'étais ravie de plus avoir à gérer les Mmh. règles parce que, la gestion des règles, dans la vie d'une femme, ça, c'est une vraie charge Mmh. mentale. J'ai pas envie non plus, de paraître plus jeune, j moi, j'ai juste envie d'avoir l'air en forme, d'avoir l'air bien dans ma vie, et moi, j'ai juste envie d'avoir l'air en forme. Est-ce que vous avez des petits-enfants et est-ce que c'est important pour vous? Oui, j'ai une petite fille, qui a, 2 ans et demi, et elle était, évidemment très, très importante pour moi. Heu, Avec les petites filles d'ailleurs de mon compagnon, ça nous fait, 3 petites filles, et oui, c'est très important parce que c'est beaucoup de bonheur, d'émerveillement, de complicité, de fou rire, de redécouverte de la petite enfance, hein. On revit des choses qu'on avait oubliées, on s'émerveille des progrès fantastiques Mmh. que font les enfants en grandissant, en passant du stade, nourrisson, bébé à petite fille. L'apprentissage du langage, en particulier,
les skills, enfin, les dons, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de vivre les progrès de ces petits-enfants. Et qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? Ah, beaucoup de choses. Alors, j'aimerais leur transmettre un imaginaire riche via les histoires, la littérature, les romans, euh, une solide culture musicale, parce que la musique est très importante dans la famille. Un esprit critique, très indépendant, très important, l'esprit critique. Ne pas s'engouffrer dans les modes intellectuels, par exemple, sous prétexte que c'est la mode en ce moment. L'indépendance, évidemment, en tant que femme, des valeurs républicaines, des valeurs féministes, l'importance de la valeur travail, le travail, l'exigence vis-à-vis de soi-même, l'histoire de leur famille, j'y reviendrai peut-être, l'attachement à leur pays, l'attachement à la France, l'attachement à l'histoire de France. D'accord. Et quelles sont les femmes inspirantes de votre vie? Oui, s'il y en a eu. Ouais. Alors, outre des grandes figures de femmes dans l'histoire, que ce soit des féministes ou des femmes engagées, les femmes dans ma vie, ce sont des résistantes, comme par exemple Clémence Munier, qui a caché mon papa quand il était enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Papa avait été arrêté lors des rafles du Veldiv avec mes grands-parents. Et Clémence, qui était une petite dame qui vivait dans un petit village bourguignon, a reçu le titre de juste parmi les nations pour avoir caché mon papa pendant la guerre. Il y a mes grands-mères comme ma grand-mère Sarah, ma grand-mère paternelle, qui est un modèle aussi pour moi parce que petit à petit, j'ai compris qu'elle avait eu beaucoup de courage d'abord de fuir l'antisémitisme en Pologne pour affronter le nazisme et la collaboration en France, qui a réussi à échapper à la rafle du Veldiv. Et notamment, il y a un épisode au commissariat après avoir été arrêtée où, en observant ce qui se passait, elle était avec mon grand-père, avec mon papa qui avait 9 ans. Elle s'est rendue compte que les policiers laissaient sortir les femmes qui n'étaient pas juives, mais qui étaient mariées avec des juifs. Et elle a dit à mon père, la prochaine qui sort, qui lui prend la main sans rien dire, elle comprendra. Et papa est sorti du commissariat, il avait été arrêté dans le cadre des rafles du Veldiv. Et il est sorti comme ça, en prenant la main d'une femme qui a tout compris, sans que rien n'ait besoin d'être dit. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, il s'est retrouvé caché par un réseau d'enfants, puis caché dans un petit village bourguignon par Clémence, dont je parlais tout à l'heure. Et tout ça, pour moi, c'est des exemples de femmes extrêmement courageuses. Et ma grand-mère, ensuite, est partie elle-même avec mon grand-père, qui est rentré dans la résistance. Et c'était des gens très, très simples, très simples, mes grands-parents, donc des gens très, très courageux, mais vraiment ma grand-mère comme mon grand-père, des héros du quotidien. Ah ouais. Voilà. C'est beau. Vous pourrez presque en écrire un livre ou... On m'a souvent dit tu devrais écrire un livre sur l'histoire de ta famille. Je ferai peut-être un livre, mais pour la famille. Comment vivez-vous le vieillissement? Alors, moi, je n'ai pas l'impression que le regard des autres, enfin en tout cas des proches, change en vieillissant. Je pense que tant qu'on est curieux, inventif, qu'on a gardé sa faculté de se réinventer, comme on dit, qu'on a gardé son sens de l'humour, son sens de la répartie, sa capacité à débattre, à argumenter, à se battre, à se mobiliser, on ne regarde pas du tout avec commisération et votre expérience est précieuse. Beaucoup plus d'ailleurs dans la vie de tout court que dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que souvent l'expérience est considérée comme un boulet, comme quelque chose de dévalué dans la vie professionnelle. C'est auto-boomer, auto-boomeuse, alors que dans la vie personnelle, l'expérience, au contraire, qui permet de prendre du recul par rapport aux événements, est beaucoup plus considérée. Et alors moi, comment je suis le vieillissement?
pas trop mal dans le sens où quand j'étais jeune, j'ai jamais joué sur le physique, sur la séduction, sur la coquetterie. C'était, ça passe, bah, je plais ou je plais pas, mais en tout cas, j'ai jamais été dans la séduction, donc j'ai pas l'impression d'avoir perdu, quelque chose de en plus je vis beaucoup en jean basket grand pull, j'étais déjà comme ça quand j'étais plus jeune. Ah, Je me suis débarrassée d'esclavage comme le maître du vernis coloré qui s'écaille, au bout d'une heure, quoi. Donc pour moi, la séduction, avant d'être physique, elle est intellectuelle. Suite à votre veuvage, est-ce que vous avez retrouvé un partenaire facilement ou est-ce que ça a été compliqué? Non, pas du tout, ça s'est fait naturellement. En fait, j'étais veuve, lui, il était divorcé et en plus, surtout, on se connaissait déjà. On a commencé à se voir un petit peu plus en secret. Ça a commencé ça a commencé, comme ça. Vous qui parlez cash, qu'est-ce que vous avez à dire sur la sexualité dans le couple qui vieillit? Alors, le couple qui vieillit, je pense qu'il y a pas un couple qui se ressemble et les généralités, et les papiers d'ailleurs sur le couple, Ah. souvent on se dit: «C'est pas moi, je me reconnais pas là-dedans», alors moi je pense qu'avec l'âge, je le vois aussi dans les couples, entre guillemets «âgés» autour de moi et ça me fait un drôle d'effet de dire ça parce que souvent c'est des vieux potes que j'ai connus très, très jeunes. Je pense qu'avec l'âge, ce qui compte, c'est pas la sexualité, qui est, le fameux ciment du couple. Je pense que ce qui compte d'abord, ce sont de multiples complicités, intellectuelles, culturelles, la tendresse, et que c'est bien plus fort que la sexualité. Si votre couple est principalement sur la sexualité, vous n'allez pas rester longtemps ensemble. Alors que Mmh. la complicité, oui, intellectuelle, c'est tellement plus important. En plus, quand on vieillit ensemble, on se réinvente ensemble. Quand par exemple, quand vous manifestez ensemble, quand vous, retapez Mmh. vos campagnes ensemble, quand vous randonnez, à pied ou à vélo ensemble, quand vous découvrez une région à pays ensemble, devenir grands-parents ensemble, qu'on ait ou pas d'ailleurs, les mêmes petits-enfants dans le cadre d'une famille recomposée, ça Mmh. m'approche aussi beaucoup, c'est super émouvant, c'est super joyeux, heu Ah. et puis, oui, il y a quelque chose aussi auquel je pense, c'est que, quand on parle d'usure du couple, l'usure du couple, je pense que c'est un sujet qui concerne les couples jeunes. Mais Mmh. quand vous dépassez 50 ans, quand vous dépassez 60 ans, quand vous dépassez 60 ans, le problème, c'est pas l'usure du couple, le couple, il est solide, il est là, il a rempli. Le problème, c'est que, bah, c'est la vieillesse tout simplement. C'est-à-dire que, il y a des choses qui se passent dans votre corps, par exemple, la baisse progressive, voire la disparition, brutale du désir qui est liée aux bouleversements hormonaux. Ça, c'est la vie. Ah. Moi, j'ai été très frappée par un livre qui a été publié il y a déjà longtemps. C'était un éloge de la masturbation féminine qui avait été écrit par une journaliste, connue, très connue à l'époque, qui avait 89 ans quand elle a écrit cet éloge de la masturbation féminine. Waouh! Et la grande Rosemonde Pujol, qui est, une ancienne résistante, féministe, journaliste et c'était un bonheur de la lire et elle expliquait: «Tant que les femmes sont capables de se faire plaisir toutes seules, eh bien, elles sont indépendantes, elles sont libres, elles sont autonomes, qu'elles soient en couple ou pas, elles sont vivantes». D'accord. Quels sont encore vos rêves? Alors, qu'est-ce que j'ai comme rêve? Bon, des petits rêves et des gros rêves, je pense ça, par exemple, à trouver des sponsors pour mon podcast. Je commence à y penser, et peut-être aussi créer une boîte de production de podcasts, peut-être d'autres podcasts et ça me permettrait d'en faire d'autres parce que là, pour l'instant, ça prend beaucoup de temps, comme vous savez, de Mmh. faire un podcast. Là, c'est, au niveau, montage, mixage, hem, mes rêves, bah, par exemple, j'en ai réalisé un. Récemment, j'ai acheté une maison de campagne. J'en rêvais depuis le covid et le confinement et respirer à la campagne, jardiner, Mmh. travailler sur mon podcast, ouais, devant les champs, regarder le coucher de soleil sur un champ de blé tout en travaillant. Pour moi,
c'est vraiment du bonheur. Et puis, emmener mes enfants, faire du barbecue avec mes enfants et leurs conjoints, voilà. Rouler sur des petites routes de campagne, pour moi, c'était un rêve simple. Mais Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter dans cette interview? oui, peut-être quelque chose que j'ai pas fini d'aborder et qui concerne les femmes de plus de 50 ans. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les femmes, et notamment quand elles, en avançant dans leur vie, ne font pas assez le crash test de leur vie, de leur couple. Elles ne se disent pas assez qu'est-ce qui se passerait pour moi si mon conjoint disparaissait, qui est une question qui va se poser de plus en plus en avançant en âge. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait le podcast, hein, c'est que par exemple, les concubines en particulier, elles ne se rendent pas compte quand elles décèdent leur compagnon, elles se retrouveront peut-être dans une grosse galère de fric, elles devront peut-être quitter le logement où elles habitent sous la pression des héritiers, elles n'auront en tout cas pas de pension de reversion. Et je me tue à dire aux femmes, surtout quand elles arrivent à la cinquantaine, allez voir un notaire, allez voir une ou un conseiller patrimonial, plutôt une d'ailleurs, c'est pas mal. Faites le point, constituez une épargne, un patrimoine pendant que vous travaillez encore, pendant qu'il en est encore temps. Ça, pour moi, c'est très, très important. Et pourquoi? Parce que moi, toute ma vie, j'ai vu des femmes qui ont travaillé vraiment comme des brutes et qui se sont retrouvées arrivées à l'âge de la retraite avec une toute petite retraite parce qu'elles n'ont pas été déclarées, elles ont travaillé avec leur mari, elles ont été les secrétaires de leur mari, ou monsieur était commerçant, madame était à la caisse, et donc elle était femme de commerçant pas déclarée, elle n'a pas assez cotisé. Voilà, j'ai vu beaucoup de femmes aussi, puis bon, Thierry avec qui je travaille, il y a énormément d'histoires de femmes de plus de 50 ans qui toute leur vie ont fait confiance à leur mari jusqu'au jour où il leur annonce qu'il part avec une femme plus jeune. Et elles n'auront rien. Il a pris tout un tas de dispositions qui fait que il a dépouillé sa femme. C'est des choses qui ne sont absolument pas rares. Donc moi je dis aux femmes, allez voir un notaire, allez voir une conseillère ou un conseiller patrimonial, hein, et intéressez-vous aussi aux impôts du couple. Ne dites pas, c'est mon mari qui s'occupe de ça parce que c'est prise de tête. Non, 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 non. En regardant la feuille d'imposition, vous allez peut-être faire des découvertes. Vous allez peut-être découvrir que votre mari, votre conjoint, il a fait des investissements sans vous en parler. Vous pouvez donc retrouver le podcast de Corinne Goldberger sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast en tapant le titre « Argent, parlons cash, les filles ». Vous avez aimé ce podcast aussi? Partagez-le. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Deezer, Spotify et YouTube.